Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi tu as ça dans ta Mangatech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mas Manga, un youtubeur plutôt axé dans les vidéos travaillées dans l'univers du manga. Évidemment, sa chaîne sera en description. J'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui pour un épisode de Pourquoi tu as ça dans ta Mangatech. Un épisode où on passe à travers nos Mangatech pour parler de sujets divers et variés, toujours reliés à un manga de notre Mangatech. J'ai sélectionné des sujets, Mas Manga aussi a sélectionné des sujets, mais la petite particularité, c'est qu'on ne sait pas les questions de l'autre, donc ce sera la surprise pour nous comme pour vous. Mas Manga, comment tu vas ? Bah écoute, ça va super bien et toi? Moi, nickel, je t'avoue, là, décembre, c'est le mois un petit peu... Moi, c'est un mois que j'aime beaucoup, il neige à Montréal, il fait beau, c'est les périodes des fêtes. Donc moi, c'est un régal d'avoir un épisode ce mois-ci, un épisode avec toi en plus, ça me régale. Donc, vous savez le format, vous le connaissez. 3 questions. Moi, j'ai toujours l'habitude de commencer. Mais avant, Mas Manga, est-ce que tu pourrais un peu nous décrire ta chaîne ? Parce que t'es à peu près, je pense que t'es le premier créateur de contenu que j'accueille dans le podcast qui fait ce genre de vidéo. Donc, est-ce que tu peux te décrire, présenter un peu ta chaîne YouTube ? Bien sûr, alors faut savoir que je suis sur YouTube depuis à peu près un an, mais il y a quelques mois j'ai un peu changé de direction artistique, dans le sens où avant je faisais plus des vidéos, on va dire un peu divertissement tout ça, où en fait je faisais des choses qui sont assez classiques dans le YouTube manga, c'est-à-dire des achats manga, des bilans lecture, des trucs comme ça. Mais au final j'ai changé un peu de direction et maintenant je fais des vidéos depuis je sais pas à peu près on va dire 4-5 mois, des vidéos plus storytelling, analyse sur des mangas et des animés. Et j'essaie de tout le temps essayer de trouver des angles d'approche particuliers pour parler de certaines œuvres, les redécouvrir, etc. Ouais, moi c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est par exemple ta dernière vidéo sur Death Note. Il y a eu énormément de contenu qui a été fait autour de Death Note, c'est un manga qui est là depuis longtemps, mais quand on regarde ta vidéo, on a quand même du bonus, enfin on a vraiment quelque chose en plus qu'on n'a pas vu avant, en tout cas moi j'avais pas vu Death Note aborder de cet angle-là. Et voilà, pour plein d'autres mangas aussi, pour Tokyo Ghoul, t'as fait aussi une vidéo que j'avais beaucoup aimée sur Tokyo Revengers. Donc vraiment, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous aimez bien les vidéos narratives, des vidéos bien posées, avec un sujet qui va en profondeur dans le manga. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché dans la communauté. Euh, Vraiment, je vous invite à suivre la chaîne de Mas Manga qui sera en description. Parce que voilà, moi j'aime bien cette nouvelle direction artistique. C'est quelque chose que j'aime bien aussi consommer en termes de YouTube de vidéos sur YouTube. Donc vraiment c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui et voilà, je pense qu'on aura des bons petits sujets aujourd'hui à traiter. Je te propose sans plus attendre que je commence avec ma première question. Ça te va ? Vas-y, let's go. Vas-y. Franchement, petite question légère là parce que je trouve que c'est un sujet de plus en plus répandu. Je vais parler de Promise Neverland, mais je vais pas prendre l'édition que tu as dans ta Mangatech, je vais prendre l'édition que tu as mis en envie sur Manga Collect. Voilà, t'as une envie sur Manga Collect, c'est d'avoir la nouvelle édition de Promise Neverland, parce que j'imagine c'est un manga qui t'a plu. Mais à travers cette nouvelle édition de Promise Neverland, j'ai envie de parler un peu de réédition, parce que vraiment, moi j'ai préparé ma vidéo sur les tops de 2025, ce qui va arriver en 2025, et j'ai vu qu'il y avait tellement de rééditions, et des bonnes rééditions, hein. Réédition de Berserk, réédition de Kingdom, Doro et Doro. Et vraiment, j'ai l'impression que ça prend plus de place dans le monde de l'édition du manga, ces rééditions, euh, plutôt que laisser place à des nouveautés qui vraiment en valent la peine. Et voilà, moi, à travers cette question, je voulais juste savoir, toi, ta vision sur les rééditions. Est-ce que ça t'embête de racheter un manga parce que tu as déjà Promise Neverland, mais est-ce que ça t'embête de racheter la nouvelle édition de Promise Neverland? Est-ce que tu le fais avec le plaisir? Est-ce que tu le fais juste parce que, par FOMO, peut-être, peur de manquer cette édition? Je sais pas, j'ai envie d'avoir ton idée sur les rééditions. Ok, écoute, les rééditions en vrai, je trouve ça bien parce que je trouve que ça permet un peu de donner une seconde vie à un manga, tu vois. Ça peut permettre à un public ça peut permettre à un nouveau public de venir vers un titre. Et moi, personnellement, ça me dérangerait pas de racheter une édition si elle me plaît.
Et après, je pourrais revendre celle que j'ai déjà, mais je pense que je la. Enfin, moi, personnellement, ça me dérangerait pas d'avoir un manga en doublon dans ma mangatech. Après, tu vois, je suis vraiment sélectif sur mes mangas, dans le sens où, bah, si tu regardes, enfin, t'as dû voir dans mon manga collègue, j'ai moins de 600 mangas. Avant, j'en avais un peu plus de 600, mais j'en ai vendu pas mal. Parce que tu vois, ça prend la place, tout ça, et je veux vraiment optimiser, entre guillemets, ma mangatech. Et ensuite, par rapport à l'édition de Promise Neverland, c'est vrai que j'avais mis sur ma liste d'envie parce que euh, visuellement, je la trouvais incroyable cette édition. Et bah, d'ailleurs, récemment, j'ai pu mettre la main dessus. Je suis allé, je suis allé dans une librairie spécialisée manga et j'ai pu mettre la main dessus. Et en vrai, elle est vraiment sympa. Je pense que si j'avais pas commencé ma collection enfin, si j'avais pas acheté les tomes en édition simple, j'aurais pris directement cette édition double parce que franchement, elle est super. Mais malheureusement, je trouve que enfin, tu sens un peu le côté fake. Enfin, après, c'est fait exprès parce que, enfin, faut quand même que l'édition coûte pas cher, etc., qu'elle soit abordable. Parce que là, elle coûte une vingtaine d'euros et tout, et on a un effet simili-cuir qui est fait avec des procédés chimiques et tout. Mais et même le papier est bien, mais c'est pas non plus du papier glacé ou un truc comme ça. Du coup, en vrai, je pense que si l'édition aurait été entre guillemets plus quali pour moi, je l'aurais pris, voilà. Mais après, j'aime bien aussi avoir l'édition ou enfin la première édition d'un manga, dans le sens où c'est la première façon dont les auteurs ont pensé le titre. Enfin, même les covers de The Promised Neverland, je les trouve vraiment belles, je les trouve bien travaillées et tout. Et je me dis, bah, c'est le produit d'origine, du coup c'est pour ça que j'aime bien l'édition simple. Mais ouais, les rééditions sont très bien aussi. Et par exemple aussi, si on prend Death Note, moi j'ai la Black Edition, j'aime beaucoup et tout, parce qu'elle est grande, tout ça, c'est très stylé. Et bah, je voulais aussi trouver l'édition simple, parce que bah, je me dis aussi que avoir le produit d'origine comme les auteurs l'ont pensé, avec les covers, avec tout, je me dis que ça peut être vraiment sympa. Mais et sinon, pour terminer un peu sur tout ce qui est édition, réédition, tout ça, bah je trouve ça bien si on est vraiment fan, bah let's go. Moi je trouve qu'il n'y a aucun problème à acheter plusieurs fois le même titre. Après, il peut y avoir une question qui peut se poser par rapport enfin, à la consommation, l'impact écologique et tout, ça peut se tenir et tout, le fait de surconsommer tout ça. Mais après, je pense que. Enfin voilà quoi, faut tous se responsabiliser entre guillemets. Et voilà, si pour quelqu'un ça fait plaisir d'acheter plusieurs éditions, bah let's go, franchement. Enfin, moi, si par exemple il y avait une deuxième édition de, je sais pas, Les Liens du Sang qui sortait en format. Enfin, avec vraiment une édition prestige, bah moi je prends direct, franchement, c'est. Enfin, je me dis, bah, pourquoi pas, tu vois. Surtout le. Mais ouais, pour moi, le principal avantage, c'est de permettre à un nouveau public bah, de venir vers un titre que, naturellement, peut-être qu'ils se sont dit, bah, c'est peut-être pas pour moi, etc. Ouais, je suis d'accord, mais à un moment aussi, je suis pas d'accord pour certains points. C'est dans le sens où, ben, une réédition, souvent, j'ai l'impression que c'est fait pour vraiment les fans hardcore du manga de base. Tu vois, par exemple, une réédition comme Slam Dunk, la nouvelle édition qui est sortie, l'édition prestigieuse, elle est plus faite pour vraiment les fans de Slam Dunk, alors que la Star Edition qui est sortie avant, là, oui, elle est faite pour un nouveau public, parce que voilà, c'est un manga un peu, c'est un format un peu plus accessible au niveau du prix et tout ça. Mais quand on parle de rééditions comme Promise Neverland, Kingdom, Berserk qui va arriver, Doro et Doro, vu que c'est des éditions un peu plus prestigieuses, un peu plus chères, j'ai quand même l'impression que ça s'adresse, bah, un public déjà d'initiés et tout ça. Donc ouais, en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais j'imagine ça va vraiment dépendre de la qualité de la réédition et du format. Je pense que ouais, l'exemple des Star Edition qui sont vraiment adaptés pour un public plus jeune, parce que c'est moins coûteux et tout ça, ouais, là c'est pour un nouveau public. Mais moi je te rejoins aussi, je rachète pas mal de rééditions de mangas que j'avais pas, par exemple, tu vois, au Kuto no Ken. Je suis content que Crunchyroll ait fait une nouvelle édition, même si elle est gavé cher et que ça fait mal au porte-monnaie à compléter. Je suis content de l'avoir parce que l'ancienne édition était plus ou moins dure à compléter. Mais d'un côté aussi, il y a Kingdom. Kingdom, j'ai tous les mangas, je suis à jour. Mais j'attends tellement la réédition parce que voilà, c'est en plus gros format, il y a des notes de l'auteur aussi qui vient clarifier certains points, qui vient ajouter des détails, et ça je suis vraiment friand de ça, donc j'ai trop hâte de la voir. Tout comme Berserk, où là par contre j'ai décidé de me séparer de ma collection classique,
parce que je sais pas, je me dis que si je relis Berserk, ce sera de toute façon avec cette édition Prestige qui sera plus grande, et encore en plus je le fais alors qu'on n'a pas vu spécialement à quoi elle allait ressembler, donc ça se trouve ça va être nul. Bon, j'espère pas, je pense que Glénat va faire des choses bien parce que ça reste quand même Berserk. Donc ouais, non, vraiment les rééditions, je trouve aussi que ça prend tellement de place dans les achats maintenant, et le fait que ça soit des éditions qui soient plus chères et tout ça, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se jeter sur les rééditions parce que c'est le confort, c'est quelque chose auquel on est habitué, c'est les mangas qu'on a déjà lus et que c'est des belles éditions, mais du coup vont peut-être moins se jeter sur des nouveautés. Donc j'ai l'impression un peu aussi qu'il y a le serpent qui se mord la queue et les éditeurs qui misent beaucoup sur les rééditions. Crunchyroll, là, depuis qu'ils sont devenus Crunchyroll, enfin depuis que Kazé est devenu Crunchyroll, ils rééditent énormément de choses. Que ça soit Promise Neverland, Fire Punch aussi, il y aura une nouvelle édition. Ils ont fait non pas Hikaru no Go, AQ, Kuroko Basket, et ils renouvellent pas mal leur catalogue, et ça, je trouve qu'on a plus vu chez Crunchyroll des rééditions cette année, en 2024, que des nouveautés. Enfin, en tout cas, moi j'ai plus en tête les rééditions que les nouveautés. Je sais pas toi si c'est un peu ça partage un peu ton avis à ce niveau-là ou pas. Ouais, en vrai, je te rejoins par rapport au fait que, par rapport au type de réédition que la maison d'édition va faire, par exemple l'édition Star, l'édition Prestige, l'édition Double, etc., c'est sûr que ça va cibler un public précis, tu vois. Que ce soit jeune, moins jeune, des fans hardcore, des gens qui connaissent pas le manga. Et ouais, en vrai, c'est vrai que je te rejoins un peu aussi sur le fait que moi aussi, j'ai cette sensation qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui rééditent, notamment Crunchyroll, qui rééditent des mangas qui sont très connus dans une édition, dans une autre édition, parce que je vais pas forcément dire plus belle ou plus pratique ou quoi, parce que par exemple, l'édition Kuroko et IQ, enfin moi j'ai pas du tout aimé, tu vois. Mais après, ça dépend pour quel public, parce que je pense qu'un public jeune, il pourra vraiment kiffer sa lecture. Mais pour un public qui est un peu plus âgé, qui a plus les moyens de mettre dans des mangas, je pense que cette édition déçoit. Et ensuite, en fait, je sais pas si c'est forcément mal ou bien, entre guillemets, d'avoir des rééditions, parce que je trouve que les nouveautés, on en a déjà vraiment beaucoup, tout ça. Et enfin, même moi, des fois, j'ai l'impression quand je vais chez un libraire que je suis limite submergé par les nouveautés, et des fois je me dis par quoi commencer. Déjà j'ai des trucs à compléter, tout ça, et, euh, et du coup après je fais parce que je pense que tu l'avais dit aussi dans une de tes vidéos, c'est quand tu regardes avant d'acheter un titre, tu regardes au Japon il est à combien de tomes, etc. Parce que après quand il y a trop de nouveautés, au final tu sais, enfin ta pile à lire elle explose, c'est un bordel. Et voilà, mais après pour les rééditions, je trouve que c'est toujours pertinent. Je trouve qu'il y aura jamais assez de rééditions, dans le sens où en fonction de l'édition, tu peux faire une édition qui est vraiment, enfin une réédition qui est vraiment en lien avec le manga. Par exemple, si je te prends la réédition de Parasite, je la trouve vraiment originale, et je trouve que elle est vraiment dans la philosophie et l'essence même du manga. Du coup, je trouve ça sympa. Et même, par exemple, la réédition de Hikaru no Go, tu vois, trop bien et tout. Et même, ça peut toucher les fans, mais aussi les gens qui connaissent pas aussi Hikaru no Go. Et enfin, pour terminer, pour moi, les rééditions, ils sont encore plus pertinentes quand le manga est plus édité. Par exemple, Ouais. je pense à un manga qui a été un peu oublié, mais qui est vraiment super bien, qui s'appelle Homunculus. C'est un manga qui a été édité par Delcourt Tonkam. Et ils avaient annoncé qu'ils allaient le rééditer, mais au final, on n'a toujours pas de news, alors que dans les autres pays, genre en Italie, en Espagne et tout, ils ont la réédition. Et moi, j'attends avec impatience cette réédition, parce que vraiment, ce titre est vraiment super bien. Et je pense que, avec l'ère actuelle des réseaux et tout, où il y a pas mal de gens qui regardent YouTube, Insta, etc., je pense que cette licence pourrait cartonner. Et je pense que la réédition pourrait être vraiment une très bonne chose pour mettre en avant ce titre.
Ouais, je suis d'accord, pas venir avec l'édition classique qui a déjà été en marché, mais venir avec un truc un peu plus prestigieux. En plus, Homunculus, c'est un manga qui bénéficie d'une petite aura sur les réseaux. Beaucoup de gens partagent quelques planches, tu sais, on voit toute cette image en tête avec ce personnage avec la feuille, tu sais, sur les yeux, tu sais. Donc il y a une petite aura qui émane de ce manga, et c'est vrai que une petite édition de luxe là pour nous plonger dedans, moi ça m'intéresserait. En plus, je connais pas du tout l'histoire du manga. Je sais qu'elle fait un peu. Voilà, il y en a qui adorent, il y en a qui aiment moins, mais tu sais, je suis quand même curieux parce que voilà. Et c'est vrai que ça mériterait une réédition. Mais ouais, non, le monde des rééditions, ouais, pour moi, c'est un sujet assez intéressant. Moi, c'est juste le fait d'avoir toutes ces rééditions à acheter ou à racheter avec ces nouveautés. Tu sais, des fois, ça commence à être un petit peu compliqué. Là, je sais que bon, bah voilà, je vais partir en 2025 sur du Kingdom et du Berserk encore une fois. Et je vais sûrement devoir sacrifier quelques nouveautés pour laisser de la place, que ça soit sur les étagères, sur le porte-monnaie aussi. Donc, ouais. Ouais, non, vraiment, je suis curieux aussi d'avoir l'avis des auditeurs sur les rééditions, parce que c'est un sujet qui, je pense, laisse pas mal à la discussion. Donc n'hésitez pas, vous, là, si vous écoutez le podcast, à mettre des petits commentaires, à réagir. Ça me ferait hyper plaisir d'avoir votre avis sur les nouvelles éditions, les rééditions des mangas. Mass Manga, je te propose que tu enchaînes avec ta première question. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Ok. Alors, le premier manga que j'ai choisi, c'est Chainsaw Man. Voilà. Ok. Et avant de te dire un peu ma question, est-ce que déjà tu as une idée de qu'est-ce que je pourrais aborder tout ça? Est-ce que ça serait genre le fait que ça soit un manga en 2 parties? Peut-être, je sais pas. En vrai, oui. Ouais. Ok. Ah, je suis chaud. Bah écoute, c'était totalement ça. Et en fait, je voulais te parler de ton avis par rapport à la partie 2 comparé à la partie 1. Dans le sens où tu veux que je commence un peu à développer, ou tu veux répondre comme ça ou... Non, vas-y, développe, je suis curieux. Ok. Alors, pour donner un peu le contexte, moi j'aime beaucoup Fujimoto. Parce que je trouve qu'il apporte vraiment une nouvelle ère, une nouvelle inspiration au manga. Et il arrive à s'inspirer de tout ce qui se fait dans différentes industries, pas forcément le manga, mais notamment beaucoup le cinéma. Et il arrive à faire une œuvre qui est plus ou moins structurée et qui est très sympa. Par exemple, moi, vraiment, j'ai adoré Fire Punch. C'est un manga que vraiment j'aime beaucoup. En 8 tomes, je trouve qu'il fait le taf et tout. Certes, la deuxième moitié de l'œuvre divise les gens et tout, et sa fin divise parce que c'est une sorte de fin ouverte, etc. Enfin bref. Et Chainsaw Man, j'avais beaucoup aimé. Franchement, la première partie, du coup, les 11 premiers tomes, j'ai adoré. L'animé qui a été réalisé par Mappa, franchement, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs animés de 2022. Je crois qu'il est sorti 2022-2023. Et j'attends beaucoup comment ça s'appelle, le film avec l'Arquerez. Et enfin, tout ça pour dire ça, parce que j'ai commencé la deuxième partie. Au début, j'avais commencé en scan et ensuite j'ai lu jusqu'au tome 16. Là, j'ai acheté le tome 17, mais je l'ai pas encore lu. Et je t'avoue que, franchement, quand j'ai lu le tome 12, je me suis dit let's go et tout, je suis trop content. Et au fur et à mesure des tomes, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en fait, j'avais très peu d'attache avec les personnages. Vraiment, j'avais très peu d'attache. Genre, surtout en fait, en comparaison avec la première partie, je me dis... Mais il y a plus Aki, il y a plus Power, il y a plus le groupe quoi, Makima, tout ça. Et en fait, quand je lis, je me dis pourquoi j'ai je me dis vraiment pourquoi je lis et tout, parce que j'aime bien, mais je me dis genre sans plus, limite j'achète parce que c'est Chainsaw Man, tu vois. Mais néanmoins, tu vois, je trouve que cette deuxième partie, elle permet vraiment bien de développer l'or et tout avec les différents autres démons qui vont venir. Il y a des très bonnes idées, notamment genre tout ce qui est démon justice, tout ça au début de la deuxième partie, j'avais beaucoup aimé. Mais ouais, je t'avoue que genre moi j'ai pas trop aimé cette deuxième partie. À chaque fois je la relis entièrement pour essayer de me convaincre, etc. Mais je t'avoue j'ai du mal, et je voulais savoir qu'est-ce que t'en pensais. Ouais, je trouve ta question elle est vraiment pertinente. Chainsaw Man, je pense c'est un manga qui nous a tous un peu frappé, pour ceux qui ont lu la première partie. C'est vraiment un manga singulier qui, voilà, à la fin de ce tome 11, il se passe quelque chose. Et moi, j'ai vraiment aimé le parti pris de l'auteur de dire, attendez, là, je prends une pause, je vais faire ce que je veux. Il a notamment fait Adieu Eri entre-temps, tu sais, il a fait son one-shot. Moi, je trouve ça vraiment stylé qu'un auteur puisse avoir cette liberté-là. Donc pour moi, ça présage à beaucoup de bonnes choses pour la suite pour Chainsaw Man.
d'avoir un auteur qui peut avoir la liberté de faire ce qu'il veut, la liberté créative. Ça, c'est cool. Maintenant, pour la partie 2 de Chainsaw Man, bah moi j'avais fait une vidéo flop. Tu sais, j'avais dit Chainsaw Man partie 2, est-ce que c'est un flop? Parce que c'est vrai que je dois dire que ça prend tellement de temps à rentrer dedans. Je trouve que la partie 2 de Chainsaw Man, la première partie, est très poussive. Comme tu dis, il y a plein d'introductions de nouveaux personnages qui sont peut-être un peu moins forts, un peu moins puissants. Je veux dire en termes d'aura, en termes de sympathie. Pas en termes de puissance dans le manga, mais vraiment en termes de qui sont moins percutants, je trouve, que la partie 1, comme tu as pu le dire. On va pas trop rentrer dans les détails, histoire de pas trop spoiler, parce que peut-être il y en a qui n'ont pas commencé cette partie 2 ou qui sont juste sur l'animé. Mais c'est vrai que cette partie 2, j'ai trouvé un peu plus poussive et j'ai commencé à les lire en scan aussi. J'ai commencé par lire le manga, mais j'ai commencé par lire en scan. Et je dois dire que ça m'a un petit peu... en fait, une lecture saccadée de Chainsaw Man, ça m'a un petit peu déplu. J'ai vraiment pas aimé mon expérience, spécifiquement parce que, je sais pas, les chapitres se terminent des fois très rapidement, il y a très peu de bulles de texte, donc tu t'allumes ta tablette, je mets manga plus, 5 minutes après j'ai déjà fini le chapitre, je passe à autre chose, j'ai du mal à rentrer dedans. Par contre, quand j'ai fait une relecture pour ma vidéo, quand j'ai fait une relecture des tomes, où je me suis enchaîné les 5-6 tomes, je crois que c'était jusqu'au tome 15 à l'époque, j'ai beaucoup plus apprécié. Et je dois dire aussi, j'ai enchaîné avec le tome 16, 17. J'apprécie beaucoup plus Chainsaw Man en lecture au tome que ça part saccadé. Mais en même temps, je pense que j'aime beaucoup l'histoire parce que ça reste un des mangas que je suis sur Manga Plus quand même, par scan et par habitude, parce que voilà, j'aime bien ce qui se passe et j'ai trop envie de savoir ce qui se passe et qu'il n'y ait pas de spoil. Je suis d'accord dans la globalité que pour l'instant, je préfère la saison 1, enfin la première partie. Mais je pense que la partie 2 là, avec les derniers trucs que je vois en scan, tout ça sans trop en dévoiler évidemment, pour pas spoiler, mais je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes et tu sens que l'auteur peut vraiment nous amener où il veut, quand il veut. Et moi je pense que pour l'instant cette partie elle n'a pas eu encore de climax, c'est ça son plus gros défaut, c'est que oui il y a eu un moment le démon qui fait des choses de chute, là je crois que c'est le démon chute, où ça graphiquement c'est stylé, il y a des choses qui sont belles et tout, mais je trouve que voilà, avec les 17 premiers tomes qui sont sortis pour l'instant, il n'y a pas eu de vrai climax, de vrai moment où t'es en mode waouh, là il se passe une dinguerie. C'est juste ça qui manque je trouve à cette partie, mais pour l'instant moi je l'aime bien, je dois avouer. Ok, Toi, est-ce que c'est... en vrai, enfin aussi à travers cette question, je me disais, tu vois, il me semble que depuis la deuxième partie, Fujimoto il a été un peu plus libre, tout ça, tu vois, il a été un peu moins régi par les maisons d'édition, tu vois, en termes de rythme, etc. Et je me dis, est-ce que du coup, entre guillemets, le rythme de l'industrie du manga et tout, genre au final, pour le rythme, c'est pas bien, entre guillemets, enfin genre c'est bien, pas bien, en termes de productivité, mais au final, peut-être que le fait que ce soit autant dynamique, par exemple dans la partie 1, ça a fait en sorte que ça n'a pas été, entre guillemets, la vision originelle de Fujimoto, dans le sens où, dans la deuxième partie, vu qu'il est un peu plus libre et tout, vu qu'il a déjà fait ses preuves, dans cette partie 2, il a pris son temps pour vouloir vraiment expliquer son histoire comme il le souhaitait, tout ça. Mais au final, est-ce que c'est pas délétère pour le rythme, tu vois? Ouais, puis je pense à cela, faut aussi ajouter le Tanto, donc l'éditeur japonais là qui va aussi épauler le mangaka sur des décisions éditoriales. Je pense que je sais pas du tout s'il a gardé les mêmes Tanto, parce que faut dire que la première partie elle a été sur le Weekly Shonen Jump, donc comme tu le dis, ça a imposé un rythme vraiment très régulier de une fois par semaine. C'est ultra carré, et le fait que là il soit sur le manga Jump Plus, qui est la forme numérique du Weekly Shonen Jump, peut-être que ça a changé justement cet aspect où tu as un peu plus de temps pour faire tes chapitres, tu as un peu plus de liberté, tu peux sauter peut-être quelques semaines. C'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de gens aussi qui comprennent pas trop le planning éditorial de Chainsaw Man, parce que ça sort un peu, des fois tu as des pauses de 1 mois, des fois tu as un chapitre par semaine, c'est un peu bizarre, et peut-être que oui, ça peut atteindre la qualité du manga, mais après moi je pense que c'est vraiment l'auteur a vraiment cette volonté de proposer quelque chose de peut-être différent de la première partie, et voilà, et moi je pense que vraiment on pourra juger quand il y aura
12 tomes de sortie sur cette première partie, un premier vrai événement. Mais ouais, comme je me répète un petit peu, mais c'est vrai qu'il manque ce petit truc là où cet énorme cliffhanger, ce truc qui va un peu nous retourner. Donc peut-être que voilà, l'auteur prend son temps et à un moment il va amener ça et ça va être vraiment de la folie. Ou alors ça va être un peu un pétard mouillé ou ça va se terminer un peu en dilettante comme on a actuellement sans qu'il y ait vraiment quelque chose de particulier. Non, vraiment, je suis curieux de voir ce que l'auteur peut nous amener par la suite. Mais oui, je suis d'accord sur le fait que cette partie 2, pour l'instant, légèrement en dessous, même si elle apporte des choses intéressantes, je trouve qu'elle est légèrement en dessous. Ouais. Je sais pas si ça répond un peu à ta question globale. Bah écoute, totalement. Franchement, totalement. Je te propose de passer à la suite avec le prochain manga, si t'es chaud. Vas-y, hein. Moi j'ai une question là qui est un petit peu plus personnelle, un sujet qui est un peu plus personnel. Puisqu'on va rentrer vraiment. Attends, vas-y, je vais pas spoiler, je vais prendre le manga qui est dans ta mangatech, je vais prendre Death Note. Ok. C'est pas pour rien parce que c'est un manga que tu as abordé dernièrement dans ta vidéo, enfin dans une de tes vidéos. Et en fait, je voulais savoir à travers ce manga Death Note, quelle est l'influence de la création de contenu dans tes lectures. Dans le sens où, est-ce que tu vas adapter tes lectures aux vidéos que tu vas faire et à quel point ça peut le faire si c'est le cas? Ah ouais, c'est une très bonne question qui est assez large, mine de rien. Euh, Bah écoute, en termes d'influence, je pense que ça peut m'influencer. Après, consciemment, je pense que je le fais pas. Dans le sens où généralement, j'ai déjà des idées sur quel type de manga je vais faire une vidéo, dans combien de temps, etc. Mais des fois, il y a certains créateurs de contenu, ils sortent une vidéo et je me dis ah ouais, l'idée est pas mal, tout ça. Du coup, des fois, je peux en inspirer. Mais en termes de création de contenu pur, je pense que c'est pas forcément l'œuvre que la personne aborde dans laquelle je vais m'inspirer, mais ça va plus être dans genre le montage vidéo ou bien les effets sonores ou bien tout ce qui est narration, tout ce qui est trame narrative. Je pense que ça va plus être dans le côté création et diffusion du message plutôt que dans l'œuvre en soi. Ouais, je pense que ça va plus être dans ce côté-là, mais c'est parce que aussi j'aime beaucoup la création de contenu en soi, parce qu'en soi, mass manga, j'aurais pu le faire sur d'autres supports, je pense, que les mangas animés. Mais je pense que ouais, ça va plus être comment la personne s'exprime, comment elle parle du manga, pourquoi elle utilise tel effet sonore, pourquoi elle fait ça, etc. Ça va plus être dans ce spectre-là que vraiment sur l'œuvre en soi. Et ma question, c'était plus sur toi, tes vidéos. Genre, est-ce que tu adaptes tes lectures en fonction de toi, tes vidéos que tu vas faire et tout ça? Tu vois, parce que bon, la lecture, c'est quelque chose de. Normalement, c'est un divertissement. Tu vois, quand tu lis un manga, quand tu lis une œuvre, c'est pour toi, c'est pour te divertir, pour apprécier l'œuvre. Mais quand tu es créateur de contenu, tu as aussi ce côté de ah, tiens, je prépare une vidéo, par exemple sur Death Note. Faut que je me relise un peu plus ou moins Death Note pour en parler proprement. Et est-ce que tes vidéos ont vraiment une influence sur tes lectures, sur les mangas que tu vas lire? Est-ce que tu sacrifies quelques lectures au profit d'autres pour créer ton contenu en fait? Ok. En ce qui concerne les lectures, je t'avoue que je lis très peu de mangas. Avant, j'en lisais beaucoup, mais là, j'en lis très peu. Notamment par le fait que depuis que je fais des vidéos un peu plus, de manière un peu plus sérieuse, tout ça, je lis beaucoup moins de mangas. Et oui, par exemple, pour ma vidéo sur Platinum End, j'ai lu tout Platinum End et tout, mais je l'ai fait avec plaisir, bien sûr. Pour Death Note, j'ai relu aussi l'œuvre. Et ouais, en soi, ça va se faire au détriment de d'autres œuvres. Mais, mais après, en soi, je pense que ouais, c'est juste une question d'organisation de temps, de qu'est-ce que tu veux faire dans tes vidéos, parce que des fois, il y a... Comment ça s'appelle? Des fois, je pense que t'es pas forcément obligé de relire une œuvre pour parler de l'œuvre en soi. Ça dépend ton point de vue, tout ça, ton angle d'attaque. Et après aussi, par rapport à la création de contenu, il peut aussi avoir l'effet inverse, dans le sens où sur YouTube, c'est beaucoup question de timing, tout ça, à quand tu sors la vidéo, à quel moment, tout ça. Et par exemple, récemment, enfin non, pas récemment, il y a quelques mois, je me suis dit, quand MHA il s'est fini tout ça, je me suis dit, mais là en fait, si je fais une vidéo
sur MHA, sur la fin de MHA et tout, au moment où le dernier tome sort, et bah genre ma vidéo elle va marcher, enfin elle aura plus de chances de marcher parce que j'avais fait ça sur la vidéo de Tokyo Revengers. En gros, j'ai parlé de Tokyo Revengers, ce qui a tué Tokyo Revengers, tout ça. Et au moment où j'avais fini la vidéo et tout, j'avais posté le mois où le dernier tome est sorti. Et la vidéo, là, elle a genre un peu moins de 60 000 vues. Et du coup, bah, des fois, tu peux avoir l'idée de pourquoi pas lire une œuvre et tout, me forcer à lire une œuvre pour que ma vidéo fasse des vues, etc. Par exemple, MHA ou JJK, tout ça. Mais après... Enfin voilà, il y a la question de est-ce que tu veux vraiment lire une œuvre qui de base t'attire pas? Est-ce que est-ce que dans ta façon de transmettre ton contenu, ça va se ressentir, tu vois? Parce que généralement, quand tu es passionné par un manga ou une œuvre, ça va se ressentir. Alors que quand t'es pas passionné d'une œuvre et que tu parles juste parce qu'il faut parler de l'œuvre, ça peut aussi beaucoup se ressentir. Du moins, moi, j'ai l'impression de le ressentir. Du coup, ouais, c'est assez Enfin, ça m'influence, ouais, j'ai pas mal d'idées, mais généralement, juste, c'est des idées qui trottent là, mais je les mets rarement à exécution. Je me vois très mal lire des œuvres que j'aime pas. Enfin, qui m'attirent pas, pardon, plutôt. Ouais, t'as soulevé un point important quand tu fais de la création de contenu, c'est le timing des vidéos quand ça sort, parce que c'est vrai que le manga, l'univers du manga est un peu niche encore sur YouTube. Enfin, oui, il y a des grosses chaînes et tout ça, mais c'est quand même niche. L'univers de l'animé, c'est encore un peu un autre niveau, je trouve que c'est un peu plus accessible, il y a un peu plus de gens qui consomment du contenu animé sur YouTube. Et en fait, oui, des fois, tu dois penser un peu tes vidéos avec une sortie, un événement. Par exemple, ouais, moi, c'était le cas pour ma vidéo Dan Dadan. J'ai sorti ma vidéo Dan Dadan quand l'animé est sorti aussi pour bénéficier un peu de l'aura de la sortie et de bénéficier de ces curieux qui ensuite vont aller se renseigner sur le manga, qui vont vouloir consommer des vidéos autour de Dan Dadan, quoi. Donc, c'est vrai que le timing, quand tu vois des fins de manga comme la fin de My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, c'est vrai qu'on a vu quelques vidéos popper comme ça. Et c'est vrai que c'est important quand même de surveiller le timing. Ça, c'est un conseil pour tous ceux qui font de la création de contenu, qui s'intéressent de près ou de loin à ça. Le timing de post d'une vidéo, des fois, il doit pas être forcément anodin. Et des fois, c'est bien de faire une vidéo qui a aucun rapport avec l'actualité et ça peut très bien marcher. Mais c'est vrai que tu mets un peu plus de chance de ton côté de traiter un manga qui est d'actualité. Par exemple, là, quoi, Sakamoto Days, pour l'instant, je l'ai traité en décembre, là, mais c'est en prévision de l'animé qui va sortir bientôt aussi. Donc, ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est intéressant. Puis moi, c'est vrai que l'influence de mes lectures par rapport à la création de contenu, c'est plus sur des mangas que je me force un peu entre guillemets à lire pour avoir un peu une overview globale sur les nouveautés. Par exemple, comme je fais une vidéo, et d'ailleurs ça va être les prochaines vidéos sur la chaîne, la vidéo top récap de 2024 et la vidéo flop, ça c'est un nouveau sur la chaîne. Il y a une vidéo dédiée qui sera pour les mangas qui m'ont un peu déçu cette année. Pour faire ces vidéos là en fin d'année, il faut quand même que j'ai lu quelques nouveautés pour être crédible et pour aborder le plus de mangas possible dans mes vidéos et pour pas passer à côté de pépites. Donc des fois j'ai un peu les périodes de lecture entre octobre, novembre et décembre, c'est beaucoup de rattrapage de nouveautés pour m'assurer d'avoir un avis objectif / subjectif sur des œuvres pour le présenter le plus possible. Et c'est vrai que je le fais au détriment de lectures que j'aimerais bien faire. Par exemple, Karakuri Circus, ça fait un moment que je l'ai commencé, je l'ai toujours pas terminé. J'aimerais bien me trouver un moment pour tous me les enchaîner, là, la deuxième partie. Mais voilà, je trouve que les lectures de nouveautés, tout ça, ça prend un peu de temps et c'est un petit peu... des fois, c'est un petit peu à contre-cœur que je lis des nouveautés parce que voilà, j'aimerais bien lire des mangas j'aimerais bien finir mes séries, quoi. Donc ouais, c'est là où ça m'influence un petit peu. Donc ouais. Ah, mais je comprends parce que généralement on peut facilement tomber dans encore une fois, le serpent qui se mord la queue, dans le sens où en fait tu dois te mettre à jour sur les nouveautés, du coup tu lis, après tu dois créer du contenu par rapport à ce que tu lis, du coup tu vas créer du contenu par rapport à ce que tu lis et des fois t'aimes pas ce que tu fais, mais après des fois tu vas continuer à lire les nouveautés et ouais, des fois tu peux facilement entrer dans des dérives pas forcément cool et tout, mais ouais, c'est vrai que j'ai remarqué depuis aussi que je fais du contenu, je lis beaucoup moins ou bien mes lectures sont vraiment ciblées. Et c'est vrai que des fois, peut-être pour certaines personnes, ça peut être... on peut avoir un peu un sentiment d'oppression, en mode forcément on doit lire quelque chose, mais je pense que si on cible bien et si on a une idée claire et tout, je pense que ça va. Mais ouais, c'est vrai que ouais, les lectures, quand on est créateur de contenu, on cible bien, quoi. Ouais. Je te propose d'enchaîner avec ta deuxième question. Vas-y. Alors... le deuxième manga, c'est Les Liens du Sang.
voilà, qui est dans ta manga mangatech. que t'aimes beaucoup. Manga que j'aime beaucoup, et oui. Alors, la question autour des liens du sang, c'est par rapport. C'est une question un peu plus méta, dans le sens où, en fait, on va parler un peu plus de l'industrie du manga, des maisons d'édition, etc. Et c'est là, actuellement, quand on prend les liens du sang, c'est à peu près un tome tous les 6 mois, tu vois. Alors Oui. que quand tu compares Welcome Back Alice et tout, c'est genre un tome tous les 2-3 mois ou quoi, c'est beaucoup plus raisonnable. Et en un an, Pika vont sortir tout Welcome Back Alice, alors que Kiyun peine à sortir le reste, le dernier tome, justement, il reste un tome des Liens du Sang. Et justement, tu vois, moi personnellement, je trouve que cette œuvre, elle est vraiment incroyable dans le sens où les sujets et la manière dont c'est abordé, c'est vraiment super intéressant. Je trouve que vraiment c'est très rafraîchissant. Et en fait, la question qui est sous-jacente par rapport à tout ça, c'est est-ce que tu penses que Kiyun aurait mieux fait d'investir leur budget marketing communication dans un peu plus les liens du sang, tu vois? Est-ce qu'ils auraient dû mettre un peu plus en avant le titre, tu vois? Parce que est-ce qu'il y aurait pu avoir un plus grand public pour cette œuvre? Et, ou bien est-ce qu'ils ont bien fait justement de laisser cacher un peu ce titre, pas trop en parler, parce que peut-être que les thématiques, ça attire pas forcément un grand public, etc. Voilà, je voulais avoir ton avis un peu globalement sur comment a été réceptionné Les Liens du Sang, et enfin même comment il a été publié, etc. Ouais, c'est intéressant, mais tu vois, par exemple, le fait que Les Liens du Sang, ce soit un manga où voilà, il aborde des problématiques un peu plus sévères, je trouve que ça peut être lié aussi à Welcome Back Alice, qui lui aussi aborde des sujets non plus qui peuvent ne pas toucher tout le monde. Pour autant, Pika a édité de façon hyper régulière le manga, et voilà, là on l'a quasiment complet alors que c'est sorti il y a un an. Et ouais, moi je pense que c'est une critique qui revient beaucoup autour de Kiyun et Les Liens du Sang, parce que c'est un manga qui est vraiment bien, qu'ils ont entre les mains. Et c'est vrai que le fait de séparer autant les sorties, ça nuit un petit peu à la hype du manga, ça nuit un petit peu au côté où tu as envie d'enchaîner. Et des fois, Les Liens du Sang, quand ils sortent, en mode t'es surpris, tu te dis ah, je m'attendais pas à ce qu'ils sortent, tu le vois dans les nouveautés ou tu le vois en rayon, c'est pas une sortie que t'attends spécialement, parce que vu que c'est tellement espacé, tu sais, c'est un manga un peu que t'oublies dans ta liste d'achat, ou que voilà, tu mets un peu de côté. Et je trouve ça tellement dommageable que Kiyun n'ait pas forcément sorti ça. Et je suis allé voir là, pendant que tu parlais, justement, si est-ce que le premier tome, c'est un tome qui a été beaucoup ajouté sur Manga Collect, et je vois qu'il a été ajouté quand même par 5800 personnes. Manga Collect, ça représente, pour vraiment faire une moyenne, ça représente à peu près un tiers des lecteurs de manga. Donc on peut multiplier ce chiffre par 3, donc on est à peu près à 18 000 personnes, peut-être 20 000, qui ont acheté le premier tome des Liens du Sang, ce qui est beaucoup pour un manga un peu spécial comme ça, parce que c'est pas un manga adapté à tout le monde, quoi. C'est un manga, pour ceux qui connaissent pas, qui aborde un peu le sujet d'une mère qui est un peu trop aimante vis-à-vis de son fils, et qui est vraiment prête à tout, mais vraiment absolument prête à tout pour le protéger, prête à commettre les pires crimes, et voilà, donc on va suivre un peu la vie de ce fils qui est au milieu de tout ça, qui essaye de survivre à sa mère, même si le manga va beaucoup plus loin dans ce propos-là. Mais ouais, moi c'est un manga que j'adore. C'est un manga, quand j'ai lu les premiers tomes, j'ai voulu absolument enchaîner la suite, et je suis allé acheter les tomes en physique. Vraiment, juste après ma lecture du premier tome, j'ai enchaîné les lectures. J'ai acheté ensuite les autres tomes, et en fait ouais, c'est un manga où en plus qui se lit très vite. C'est ça qui est frustrant. C'est par exemple là, tu vas recevoir, c'est quoi le dernier tome de Liens du Sang, c'est le tome 16. Tu reçois le tome 16, tu le lis en littéralement 10 minutes, quasiment, allez, j'exagère, 15 minutes. Et voilà, tu passes à autre chose. Et ouais, en fait, t'as envie d'enchaîner les tomes. Et c'est vraiment un manga où tu vas enchaîner les tomes, et Kiyun n'offre pas cette possibilité-là. Contrairement, par exemple, à un Meian qui fait une toute autre stratégie, qui, par exemple, avec ses tomes, ses séries, des mangas avec des longues séries, va sortir les tomes 4 par 4. Et je trouve que ça, c'est vachement mieux. Moi, je sais que pour Out, qui est sorti récemment chez Meian, s'ils avaient juste sorti un tome, peut-être que je me serais pas trop investi dans la série, j'aurais lu le tome 1, j'aurais fait ok, cool. J'aurais peut-être pas forcément attendu le tome 2, parce qu'entre le tome 1 et le tome 2, il y allait avoir plein de nouveautés, plein d'autres choses, et t'as le temps de passer à autre chose. Alors que là, le fait d'avoir les 4 tomes, boum, tu lis les 4 premiers tomes d'un coup, tu les enchaînes, et en fait, t'as plus de temps le temps de t'immerger dans l'œuvre. Donc moi, je trouve qu'il y a deux stratégies vraiment maintenant. Donc tu as la stratégie de sortir un tome par un tome classique, mais la stratégie nouvelle que Meian apporte sur le marché avec ses 4 tomes par 4 tomes, je la trouve beaucoup plus pertinente
pour les longues séries, par exemple, pour Ansel Sakamichi, Shikurokawa, donc le manga sur le vélo, le fait de sortir les tomes un par an sur une série qui fait plus de 100 tomes au total avec toutes les parties, bah pourquoi vous avez pas sorti les tomes 4 par 4? Parce que voilà, au moins t'es dedans, ça sort plus vite. Bon, là, je peux comprendre aussi qu'il y a des problématiques de création du produit, voilà, de traduction, de choses, ça prend du temps, d'édition, je comprends, mais si Meian le fait, pourquoi des grosses maisons d'édition peuvent pas le faire non plus? Donc ouais, moi je suis vraiment de la team je préfère que les mangas sortent par plusieurs tomes, parce que voilà, c'est un momentum, il faut en profiter. Toi, je sais pas si ça rejoint un peu ton avis à ce niveau-là. Je suis curieux d'avoir ton avis sur les liens du sang. Bah si, je pense que au lieu de faire... je sais pas, par exemple, par rapport au budget marketing et tout, communication et tout, par exemple, tu vois, je pense que ça aurait été plus pertinent de mettre, par exemple, les liens du sang avec un peu plus de budget marketing que, par exemple, Akane Banashi, tu vois. Dans le sens où, en fait... dans Akane, cette œuvre, c'est du théâtre japonais en gros, et en fait, pour moi, genre, ça touche beaucoup moins de personnes que par exemple les liens du sang, dans le sens où relations parentales et tout, généralement, on fait l'expérience de relations parentales et tout, et sachant que en plus, pour les liens du sang, à Angoulême, je crois que c'était en 2022 ou en 2023, il avait reçu un prix, tu vois. Et en fait, c'était un peu indicateur, ça pouvait être indicateur que, en fait, que ça a été un succès, et que justement, peut-être que le publier plus rapidement, ça aurait été bénéfique pour l'œuvre, tu vois, que là, comme tu le dis, vu que c'est tous les 6 mois, on se dit, bon, bah, vas-y, je vais attendre et tout, et au final, limite, on oublie l'œuvre, et je trouve ça vraiment dommage, parce que je pense que Shuzo Oshimi, tu vois, le mangaka des liens du sang et tout, il aurait pu... il peut avoir le potentiel de devenir un peu le Junji Ito, mais version plus psychologique, tu vois, genre l'horreur, mais niveau psychologique. Du coup, je trouve ça un peu regrettable, mais après, je pense que, comme dans la plupart des choses, il doit avoir des choses en interne qu'on n'a pas, tu vois. Du coup, je pense que leur décision et leur budget marketing, tout ça, il fait sens, mais moi, je trouve ça juste dommage. Mais après, c'est aussi la subjectivité qui parle, le fait que j'aime beaucoup les liens du sang, mais ouais, je t'avoue que par rapport au fait de lancer plusieurs tomes en même temps, comme le font Meian, notamment avec par exemple B-Blues, là ils l'ont sorti, je crois que c'était le 6 décembre, ils l'ont sorti, et moi j'ai envie de commencer l'œuvre, et je me dis commencer par exemple un manga de sport où là je crois le B-Blues c'est genre 49 tomes, avec 5 tomes, je trouve ça trop bien, parce que direct tu peux te fixer une vraie idée, tout ça. Et ouais, en vrai, je pense qu'il devrait avoir plus de maisons d'édition qui devraient faire ça. Mais après, ça pose aussi des problèmes. Imagine, par exemple, la série, elle se vend pas et tout. Et tu fais direct 5 tomes, 5 tomes, 5 tomes, tu vois. Je pense que ça peut être problématique, mais bon. Après, j'espère aussi que les maisons d'édition vont continuer à publier des œuvres, même si ça se vend pas, tu vois, parce que je sais qu'il y a des maisons d'édition, dont une qui commence par un N, qui arrête juste les titres en plein milieu, et du coup on n'a jamais les fins de série, mais voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que pour revenir au marketing, là, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas abordé dans ma réponse, mais c'est vrai que c'est intéressant de mettre le marketing qui a été mis en lumière là pour Akane Banashi, donc de faire ce grand Rex, d'immerger. Mais je pense que pour un titre comme Akane Banashi, ils avaient besoin de faire ça, parce que c'est un titre tellement niché dans le sujet, voilà, le fait le Rakugo, je pense pas que beaucoup de personnes connaissaient le Rakugo avant qu'il y ait cette campagne, et donc il fallait peut-être un peu éduquer les gens à ce niveau-là, je comprends, mais je pense aussi qu'il y avait un enjeu économique où Akane Banashi, c'est une série qui est dans le Weekly Shonen Jump, c'est une série qui marche beaucoup, et c'est une série qu'ils ont dû payer, à mon avis, assez cher pour l'avoir dans leur catalogue, et donc ils attendent peut-être un retour sur investissement aussi derrière, et comme ils savaient que le sujet était un petit peu touchy, à mon avis, il leur fallait ça, il leur fallait cette campagne, et en fait je serais curieux de voir les ventes du manga, les ventes hypothétiques du manga s'il n'y avait pas eu cette campagne marketing, quoi, versus là aussi voir les ventes du manga si c'est un manga qui continue toujours de bien se vendre ou quoi. Moi c'est pas un manga qui m'a vraiment touché, moi aussi je suis plus les team liens du sang, et j'aurais aimé que Ki-hoon le mette plus en avant, et c'est vrai que là
t'as un tome qui sort, t'as pas vraiment d'actualité. Par exemple, je pense que le tome 16 va vraiment sortir, enfin non, le tome 17, qui est le dernier tome de la série, il va vraiment sortir dans l'anonymat la plus grande, et c'est dommage quand c'est une série qui est aussi intéressante comme Les Liens du Sang, d'avoir un peu ce manga sortir de façon intimiste. C'est un petit peu dommage. Après, nous, c'est bon pour nous parce qu'on aime le manga, mais c'est vrai que, comme je l'abordais un peu dans ma vidéo sur la hype, c'est quand même intéressant quand un des mangas que tu aimes beaucoup soit un manga qui est exposé, comme ça tu peux en parler plus avec des gens, enfin, c'est quand même satisfaisant quand tu es un lecteur de Kingdom et de voir que Kingdom ça plaît vachement aux gens, de voir des gens se lancer dedans, je sais pas, il y a un petit truc, après tu as des discussions, c'est cool d'avoir un manga hype un peu, et c'est vrai que Les Liens du Sang, il mériterait un petit peu plus de piquant. Je propose que j'enchaîne avec ma troisième petite question qui est assez intéressante. Parce que j'ai remarqué un truc dans ta Mangatech. En fait, quand tu m'as donné ton manga collect, je passe à travers et je me dis, mais attends, mais il a beaucoup de mangas autour de la psychologie humaine. Alors là, j'ai pris ta copie, qui est pas forcément le manga le plus psychologique, entre guillemets. Enfin, tu sais, c'est un peu réducteur de résumer un manga. C'est un manga psychologique juste parce qu'il parle de sentiments humains, d'aspects un peu psychologiques et tout ça. Mais je sais pas, j'ai pris ta copie parce que voilà, je voulais faire ça simple. Pour parler un peu de... pour toi, est-ce que c'est vraiment... Enfin, pour toi, l'importance du sous-texte dans le manga, à quel point c'est important. Parce que j'ai remarqué, voilà, t'as pas beaucoup de mangas d'aventure, de shonen, t'en as quelques-uns, mais t'as plus des mangas où t'as une spécialité psychologique. Donc voilà, je voulais voir à quel point l'importance du sous-texte dans un manga, c'était important pour toi dans tes lectures, dans tes achats. Ok, très bonne question, franchement, très très bonne question, très bon choix. En ce qui concerne ta copie, je t'avoue, j'ai lu le tome 1, mais j'ai pas aimé, parce que en fait, c'était plus, comment dire, c'était plus en fait les dessins, la patte artistique que j'ai pas aimé, voilà. Le thème avait l'air vraiment super intéressant et tout. Je pense que je ferai l'effort quand même de continuer l'œuvre, surtout que c'est en 2 tomes, du coup ça va. Mais en ce qui concerne un peu la psychologie, tout ça, je t'avoue que dans une œuvre, j'aime bien, enfin surtout dans une œuvre que tu lis, etc., j'aime bien avoir un sous-texte et me dire déjà que je peux des fois m'identifier dans certains traits à un personnage, tu vois, et aussi qu'est-ce que ça m'apporte, et aussi par rapport à l'écriture des personnages. Dans le sens où je trouve qu'un manga qui est psychologique, généralement, les personnages vont plus faire sens et vont être mieux écrits dans le sens où ils vont mieux s'ancrer dans le réel, tu vois. Et moi, à travers mes livres, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de mangas, mais enfin pas beaucoup, tu vois, genre moins de 600, c'est quand même déjà pas mal en soi. Mais ouais, je t'avoue que dans les mangas, moi, c'est pour ça que par exemple j'ai tout le full set de Hoshimi, celui qui a fait Les Liens du Sang, parce que déjà la psychologie c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je te l'avais dit en off, mais je suis en master de psychologie, voilà, j'aime beaucoup la psychologie. Mais après, même en dehors des mangas, je consomme beaucoup de livres aussi de psychologie. Mais ouais, j'aime bien ressortir avec l'idée que chaque personnage pourrait, entre guillemets, s'ancrer dans quelque chose qui est réel, qui a des sentiments, qui a une façon de penser qui est cohérente à un schéma, un schéma de vie, etc. Et ouais, je pense que c'est plus pour ça que voilà, j'ai des trucs qui sont un peu moins aventure. Mais après, par exemple, tu vois, j'ai Vinland Saga qui, au premier abord, peut paraître un peu aventure, etc. Mais comme tu le sais, sûrement plein d'autres personnes le savent, c'est que en fait, l'œuvre est très psychologique, philosophique, tout ça. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai Vinland Saga. Mais ouais, en soi, c'est parce que en fait, c'est juste par rapport à ce que je recherche dans un manga, c'est-à-dire de la cohérence, des personnages avec qui je peux m'identifier, etc. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est genre quand tu vois ta Mangatech, quand je vois ta Mangatech, et je mettrai en lien, pour ceux qui sont curieux, le lien de ton manga collect aussi en description pour qu'ils jettent un coup d'œil. Mais tu vois vraiment la personnalité que tu peux avoir ou l'intérêt que tu peux avoir. Et c'est vrai que moi, ça m'a choqué quand je suis passé à travers ton manga collect. J'ai fait ah ouais, non, en fait, c'est vraiment poussé au niveau de. Tu sens que voilà, t'as tes sujets, et ça tourne un peu, pas forcément autour du même sujet à chaque fois, mais tu sens que t'as besoin de lire des mangas. Enfin, t'as besoin en tout cas de collectionner des mangas, d'avoir des mangas dans ta Mangatech qui ont voilà, un petit sous-texte, un aspect, une approche un peu différente, une approche
approche psychologique, mais est-ce que t'as pas aussi des fois cette envie de lire pour vraiment en 100% le plaisir? Parce que moi c'est mon cas en fait. J'aime bien avoir des mangas avec des sous-textes. Voilà, Vinland Saga, j'adore l'aspect psychologique qu'il y a derrière, l'évolution du personnage, tout ça, c'est vraiment ma came. Comme j'aime bien m'enchaîner voilà, des Kingdom, par exemple Eden Zero, qui est pas forcément un manga le plus psychologique au monde. Tu vois, j'aime bien avoir ces petites séries aussi où j'enchaîne juste les tomes. Out récemment chez Meian aussi. Voilà, oui, il y a peut-être un sous-texte qui est intéressant, des choses à aller chercher, mais le propos du manga aussi, c'est vraiment juste le divertissement, comme Baki peut l'être aussi. Baki c'est vraiment juste un manga, franchement Baki c'est un manga de con des fois dans les combats, La dans les bagarre. approches, c'est vraiment la bagarre, c'est n'importe quoi, mais c'est divertissant aussi. Donc toi, est-ce que t'as pas aussi des fois cette envie de juste décompresser, parce que vu que c'est ton domaine d'étude aussi, la psychologie, est-ce que des fois t'as pas juste envie de lire pour décompresser un petit peu, comme t'as des fois envie de lire des films, de regarder des films un peu plus cons à la télé ou quoi, ou c'est vraiment toi tu recherches vraiment des lectures qui t'amènent la réflexion? Je t'avoue que les trucs full divertissants, j'en consomme pas trop, parce que vraiment c'est pas ce que je recherche dans les œuvres. Après par exemple, si tu prends Baku on Reto, tu vois, j'ai commencé il y a pas longtemps, et Ouais. c'est un peu divertissant, mais il y a quand même pas mal de psychologie Ouais. aussi, tu vois. Et même l'univers autour et tout, les dessins et tout du mangaka sont vraiment trop trop bien. Mais ouais, je t'avoue que j'en consomme, mais rarement, tu vois. C'est comme par exemple le Tokyo Revengers, tu vois, j'ai beaucoup aimé, tu vois. Mais ça va vraiment être, je sais pas, 2 mangas sur 10 de ma mangatech. Je pense que c'est des trucs full divertissement. Je pense que je consomme des choses full divertissement, mais c'est plus dans des autres supports que la lecture, quoi. Ouais, je comprends, et franchement ça se voit dans ton manga collect, donc j'étais curieux de savoir un peu tes habitudes à ce niveau-là, parce que ouais, en fait c'est vrai que des fois on prend peut-être un peu trop au sérieux le manga, voilà, on en attend un petit peu trop, mais des fois je trouve aussi qu'on est un peu trop dans le divertissement. On achète des mangas juste pour le divertissement, et à la base c'est ça un manga, c'est genre c'est un chapitre hebdomadaire dans un magazine que tu lis et que tu jettes après, tu jettes ton magazine, donc c'est vraiment de la consommation. Donc je sais pas, c'est ouf comment maintenant le manga c'est devenu tellement diversifié. Tu peux vraiment en avoir pour tout le monde. Tu peux en avoir pour quelqu'un comme toi qui va vraiment chercher des sujets en profondeur, et tu peux en avoir pour des gens qui veulent juste lire leur One Piece, leur Naruto, leur shonen phare, leur Fairy Tail, leur Eden Zero, et voilà, je trouve qu'il y en a un peu pour tout le monde. Et justement j'étais curieux de voir toi, c'était quoi ton type de lecture et tout, et en fait ça confirme vraiment ce que je pensais, voilà, en lisant ton manga collect. Et encore, je le répète, ça sera en description pour les curieux, voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil, et c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux. Je te propose que tu enchaînes avec ta dernière question, ton dernier sujet. Je suis curieux de savoir ce que tu nous as réservé pour ce dernier sujet. Bah vas-y, ça tombe bien parce que c'est en lien avec un peu ta question. Alors, comment ça s'appelle? Ma dernière question, le dernier titre que j'ai choisi, c'est Le vendeur du magasin vélo. Voilà. Okay. Mais c'est pour une raison un peu particulière. Voilà. C'est en fait, quand j'ai regardé un peu tes différents mangas collègues, que ce soit la mangatech numérique ou la physique, j'ai vu que t'avais pas beaucoup de romances, tu vois. Mm-hmm. C'est vrai. Et je me disais, tu vois, comment ça se fait? Genre, pourquoi genre, ça t'intéresse pas? Ou genre, dis-moi un peu plus. Parce que je suis un mec. Les mecs, ils aiment pas la romance. C'est pas ce qu'on aime lire. Le classique. Non, mais on aime la bagarre. Ouais, non, mais c'est ça, je préfère un bon petit Baki. Non, mais ouais, franchement, en plus, vraiment, c'est un manga où je m'y intéresse parce que je suis aussi créateur de contenu, et j'ouvre un peu mes horizons sur d'autres mangas pour pouvoir traiter le manga dans son ensemble. Et c'est vrai que je me suis pas non plus trop investi dans le shoujo, dans les mangas spécialisés romance, parce que c'est pas forcément ce qui m'attire de base. Par contre, t'as bien choisi, parce que Le vendeur du magasin de vélo, ça a été un de mes coups de cœur de cette année. Alors même si c'est sorti en 2023, fin 2023, moi je l'ai découvert en 2024 et j'ai vraiment adoré. Et c'est un manga justement qui me réconcilie un peu avec le genre de la romance.
Comme par exemple Dan Dadan aussi a pu me réconcilier avec la romance, ou même si Dan Dadan, il y a de l'action, il y a de la science-fiction, des choses comme ça, je trouve que la romance entre les deux personnages principaux, elle est assez intéressante à suivre. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, enfin, si dans Dan Dadan t'as bien cet aspect-là, bah pourquoi pas explorer d'autres mangas à ce niveau-là. Donc j'ai commencé à explorer, j'ai commencé par My Soulmate, qui est sorti chez Pika cette année, qui était vraiment nul parce que là c'était vraiment un manga très classique dans ses codes, avec beaucoup de préjugés appliqués, et ça m'a vraiment pas intéressé. Donc je me suis intéressé chez le vendeur du magasin de vélo, qui est chez le Lézard Noir, et qui est aussi bénéficié un petit peu de bonnes critiques à droite à gauche. Donc je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Et là j'ai lu, je crois, les 4 premiers tomes, et ça m'a beaucoup plu, et ça m'a plu pour cet aspect romance, mais cet aspect romance aussi qui est abordé un peu plus, avec un peu plus de maturité, parce qu'on est sur des personnes un peu plus âgées, qui ont à peu près mon âge, je pense, autour entre 25 et 30 ans, je crois qu'ils ont, peut-être un peu plus même. Et donc ils ont des problématiques qui me touchent un peu plus, parce que lire une romance d'adolescent au collège, et lire une romance d'adultes qui rentrent dans le monde du travail, qui ont les problématiques reliées avec ce monde du travail, tout ça, bah ça va plus me toucher. Donc je pense qu'avant, c'est ça, j'étais peut-être pas trop touché par ces romances un peu plus classiques, collégiales, au lycée, de lycéennes, ou des trucs comme ça, ou des romances dans les trucs d'aventure, je sais pas, j'étais pas forcément attiré. Et le vendeur du magasin de vélo m'a un peu plus attiré. Toi, je sais pas si dans tes lectures c'est quelque chose que tu abordes, ou j'essaie de voir dans ta mangatech de tête, mais je crois pas que tu avais beaucoup aussi de mangas de romance, ou tu en avais peut-être quelques-uns, je sais pas. Toi, c'est quoi ton avis sur ces mangas? Bah moi, je t'avoue que j'aime beaucoup les romances, tu vois. Genre même sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur A Scene of Affection. J'avais fait une vidéo sur Scum's Wish. Du coup, c'est la dessinatrice de Doshinoko, Mengo Yokoyari. Et j'avais aussi fait Your Name. Enfin bref, en fait, moi j'aime beaucoup les romances, mais j'ai remarqué avec le temps que généralement je préférais les romances qui étaient dans les shoujo, tu vois. Et je trouve que de manière générale, quand une femme écrit une romance, je trouve ça beaucoup plus intéressant, parce que la manière dont est tournée la romance est beaucoup plus psychologique, dans le sens où en fait on va beaucoup plus se pencher sur les ressentis de la personne, tu vois, ce qui est genre la base dans les romances, tu vois, genre comment tu te sens vis-à-vis de l'autre, comment ça se fait que tu ressens ça, etc. Et c'est pour ça que je trouve ça que je trouve ça très pertinent, et c'est pour ça que, par exemple, tu vois, j'aime beaucoup les shoujo, et je les recommande à des gens qui aiment bien la psychologie, tout ça. Par exemple, tu vois, j'ai un manga qui est pas très connu qui s'appelle Une touche de bleu. Je sais pas si tu connais, je pense Pas pas. du tout. Bah, en gros, Non. ça va être un peu un cliché, dans le sens où en fait, ça va être une étudiante qui va tomber amoureux d'un de ses professeurs, qui a une prosopagnosie, qui est le fait que c'est un trouble neurologique qui fait que tu peux pas reconnaître des visages comme des visages, et du coup tu sais pas comment s'appelle telle personne ou telle personne. Et justement, l'étudiante, elle a aussi une particularité, mais c'est plus physique. En gros, elle a une tache bleue sur son visage, et du coup le prof la reconnaît de par ça, etc. Et en fait, vraiment, je trouve que dans les shoujo, c'est vraiment full. Enfin, c'est beaucoup plus psychologique, plus axé sur les ressentis. Et c'est pour ça que, en général, je trouve que. Enfin, même, par exemple, si tu prends plus récemment Blue Box, tu vois, il me semble que la mangaka, c'est une femme. Et en fait, je trouve que dans la manière de raconter, tu vois, et dans les ressentis des personnages, ça se ressent de ouf. Et en fait, moi, ça me permet. Enfin, je trouve que les personnages sont du coup plus crédibles. Et franchement, je trouve ça vraiment agréable. Du coup, c'est pour ça que je recommande beaucoup les shoujo, ou bien même juste les romances de manière générale. Je trouve que peut-être que dans les mangas, c'est pas ce qu'on pense en premier lieu, dans le sens où en fait, on se dit, bah, si on veut une romance, on lit un roman, tu vois. Mais franchement, je recommande à plein de personnes des romances. Et je pense que Blue Box va réconcilier pas mal de gens avec les romances, je pense. Ouais, et t'abordes un point qui est vachement intéressant, et que j'ai aussi remarqué, c'est quand le manga est écrit par une femme, quand un manga de romance est écrit par une femme, t'as un autre point de vue qu'on peut avoir, nous, des relations homme-femme. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est vachement axé sur le sentiment, les choses comme ça. Et en fait, c'est trop intéressant, je trouve, d'avoir le point de vue d'une femme sur les relations homme-femme, avec comme média, comme support, le manga. Parce que même au niveau graphique, au niveau des sentiments, des choses comme ça, je trouve qu'il y a vachement de choses à retenir. Et c'est une réflexion que je me suis fait vraiment en lisant le vendeur du magasin de vélo, d'ailleurs.
Et je comprends que toi, ça, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, puisque voilà, c'est ça, t'aimes beaucoup ce genre ce type de manga un peu psychologique. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément en premier quand on pense à un manga psychologique, mais c'est vrai qu'au niveau de la romance, comme l'axe principal du manga, c'est la relation entre un homme ou une femme ou pas, ça peut être d'autres relations, il y a vachement cet aspect psychologique entre les deux, sur voilà, comment se comporter, comment aborder la personne, qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Je sais pas si tu as lu par exemple chez Wasn't a Guy récemment, qui est sorti chez Mangetsu, Ah non, qui est mais aussi ouais, un ça m'intéressait manga. beaucoup, ouais. Ouais, et je pense que ça pourrait t'intéresser, même si moi j'aime pas trop la plastique du manga, c'est vraiment au niveau des dessins, du découpage qui est vraiment, je trouve, enfin c'est un peu trop intense pour moi, mais en termes de la psychologie, je pense que c'est quelque chose qui peut vachement t'intéresser, parce que voilà, on a cette relation entre deux filles, mais enfin, on va avoir cette fille qui va rentrer dans un disquaire, un magasin de disques, et qui va rencontrer en sorte de ce qu'elle pense être un jeune garçon, parce que genre il y a une capuche, il y a un masque, tu reconnais pas trop, et qui va un peu tomber amoureux de par les goûts, pas forcément le physique en fait, mais vraiment de par la personnalité de ce personnage, de ses goûts musicaux et tout ça. Et en fait, quand elle va s'apercevoir que ça va être une fille, ça va un peu la troubler aussi, parce que bah ouais, c'est genre le début de la sexualité, sur comment je peux me comporter face à ça. Donc ouais, c'est un manga qui est intéressant aussi à cet aspect-là, et c'est pour ça que je pense que ça t'intéresserait. Mais je me suis aussi noté une touche de bleu, là j'ai regardé, je crois que c'est un manga qui va être terminé récemment, enfin bientôt, en 7 tomes, le 4 mars 2025. Donc ouais, c'est un manga que je connaissais pas du tout, je t'avoue que je suis curieux, là, tu me l'as bien pitché, et je pense que je vais le mettre dans ma liste d'envie, et probablement me le prendre, parce que voilà, comme je t'ai dit, moi avec le vendeur du magasin de vélo, c'est un sujet maintenant auquel je dois m'intéresser. Puis en plus, j'ai promis à Soso, qui est passé cette année dans le podcast, qu'il fallait que je lise plus de shoujo. Alors oui, même si shoujo ça veut pas forcément dire manga romantique, enfin manga sur les relations hommes-femmes, enfin bref, vous voyez de quoi je veux parler, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même un sujet qui est quand même souvent répété dans le shoujo. Mais voilà, c'est vraiment pour traiter le manga dans sa globalité, c'est bien d'ouvrir un peu ses pans, voilà, ouvrir un peu ses horizons. Et voilà, je me note une touche de bleu dans ma liste d'envie. Tu m'en diras des nouvelles. Ouais. Bah écoute, Mass Manga, on a abordé toutes nos questions. Toi, je sais pas si t'avais un petit truc bonus ou un truc à ajouter, ou si c'est correct. Bah, moi, tout est ok, hein. Moi, j'ai une petite dernière question. Vu que t'adores Shuzo Oshimi, t'aimes bien les liens du sang, je suis curieux d'avoir ton avis sur Welcome Back Alice. Donc un manga qui est sorti, pour mettre en contexte, qui est sorti cette année chez Pika, et qui est un manga de Shuzo Oshimi. Ok. Alors, Welcome Back Alice, bah, je l'ai là. Et ouais, en fait, j'avais lu l'œuvre il y a 1 an, parce que j'avais vu que, justement, j'avais vu sur Twitter que Pika allait reprendre l'œuvre et tout. Et du coup, bah, par curiosité, j'ai lu le premier chapitre. Et à la fin de la soirée, j'ai lu le dernier chapitre. Du coup, voilà, ça se lit très vite. Et ouais, Welcome Back Alice, en vrai, j'aime bien cette œuvre. Franchement, elle est très sympa, parce qu'elle parle de sujets qui sont pas souvent abordés. Voilà. Notamment la transidentité, etc. Et je trouve que l'œuvre au global est vraiment très bien. Mais après, je trouve que, enfin, malheureusement, entre guillemets, mais c'est aussi la force du titre, c'est que dans cette œuvre-là, je trouve que Oshimi sera beaucoup moins subtil que dans ses autres œuvres. Et après, je trouve que, enfin voilà, il gère très bien la quasi-totalité de l'œuvre. Voilà, il sait très bien jouer avec les relations triangulaires, les trucs comme ça. Il fait poser des vraies questions par rapport au désir, tu vois, à l'autre, peu importe son genre, son sexe, etc. Et je trouve qu'il arrive à le faire sans que ce soit lourd, ou sans que ce soit dans le cliché, ou sans que ce soit dans le pathos non plus. Du coup, franchement, je trouve que c'est vraiment très fort de sa part. Mais malheureusement, bah, la fin, je vais pas la dire ici, mais la fin, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé, parce que je trouve qu'elle prend un tournant un peu particulier. Mais sinon, globalement, l'œuvre, bah, je l'ai beaucoup aimée, comme la plupart de ses œuvres. Voilà. Ouais. Et toi, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé. Hein. Bah moi, je garde un peu, j'en garde un peu sous le coffre, parce que ça sera dans une vidéo. Alors, soit le top
soit elle sera dans la vidéo top de 2024, soit dans les flops. Je laisse la surprise, donc je dévoile pas mon avis encore. Je spoil pas. Je vous invite vous à vous abonner pour connaître mon avis, mais j'étais curieux de savoir le tien, voilà, pour quelqu'un qui aime beaucoup Shuzo Oshimi. Et ouais, je comprends ce que tu veux dire, même si j'ai pas lu la fin encore. Mais voilà, j'étais curieux. Merci, tu m'as bien répondu. Bah écoute Mas, Manga, c'est un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Je m'en souviens, l'année dernière, on s'était écrit à peu près à la même période sur Instagram. On avait un peu, on s'était abordé parce que je me rappelle que c'est l'année dernière, parce que je m'en souviens, j'étais dans l'aéroport, je partais en voyage en décembre, et donc ça m'a repopé pendant le podcast. Et bah, je suis content, un an après, de t'accueillir sur la chaîne. Ça me fait hyper plaisir. J'invite les auditeurs, si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcast, parce que je rappelle, le podcast est aussi disponible sur les Apple Podcast et Spotify. Je vous invite à aussi aller voir, jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Ça s'appelle Mas Manga, donc Mas avec un petit apostrophe Manga. Vous allez le trouver assez rapidement. Et pour ceux qui sont sur YouTube, les liens sont en description. Mas Manga, c'était un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Est-ce que tu as un petit mot, un petit dernier mot pour les auditeurs? Déjà, merci beaucoup l'invitation. Voilà, en plus, c'est vraiment très sympa, la symbolique. On s'est parlé il y a un an, et là, au final, je me retrouve sur ta chaîne. Franchement, merci beaucoup de ton invitation. Et un dernier message, je dirais, lisez Platinum End et Les Liens du Sang. Voilà. Ok, voilà, petit conseil de lecture à mettre sous le sapin. Voilà. Merci Mas Manga. Je vous invite, vous, chers auditeurs, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je suis bientôt aux 40 000 abonnés. Là, il me reste à peu près 600 ou 400 abonnés à avoir. Donc voilà, si je peux les avoir en décembre, ça me ferait hyper plaisir. C'était un viewer et Mas Manga. On se retrouve pour un prochain épisode de Pourquoi tu as ça dans ta Mangatech en début d'année 2025. C'est un format qui va rester sur la chaîne. Bref, c'était un plaisir. Ciao. À plus.